Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Oh, je fais le zouave. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. C'est alors que toi t'es moche, puis t'es con. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectivité Zéro, je suis Boomster, je suis toujours avec mes potes. Bonjour Tom. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Salut Aurel. Salut Boomster. Ça roule? Ça va très bien, merci. Yes, et Marianne. Salut Boomster. Toujours la forme? Toujours. Yes, on est là aujourd'hui pour parler du Silence des agneaux. Un film que Aurel avait sélectionné, réalisé en 1991 par Jonathan Demme, que je ne connais pas, qui apparemment a fait Philadelphia, un film que j'ai pas vu non plus. Après bon, sa filmo elle est pas très connue. Alors Aurel, tu as mis ce film dans la Magic Box, est-ce que tu peux nous le résumer, nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi Le Silence des agneaux? Alors Le Silence des agneaux, c'est l'histoire d'un psychopathe criminel, Buffalo Bill, qui kidnappe grosso modo des femmes, qui les garde 3 jours et qui les assassine. Pour pouvoir l'arrêter, il y a une agent du FBI, Clarice Starling, qu'on va suivre, qui se rapproche en fait d'Hannibal Lecter, donc un psychopathe qui était psychiatre et cannibale. La nuance est importante. Voilà. Donc qui est un personnage qui est très flippant. Et donc elle va s'entretenir avec lui pour qu'il puisse l'aider à arrêter Buffalo Bill. Et on suit grosso modo du coup leur histoire et cette enquête. Yes. Et j'ai choisi ce film parce que je l'ai vu quand j'étais jeune et il m'avait un peu traumatisée en fait. C'était un peu la légende d'Hannibal Lecter. Je me souviens d'avoir eu vraiment peur et j'étais curieuse de voir si je ressentirais la même chose en le revoyant maintenant que je suis adulte et qu'on a vu quand même beaucoup d'autres films entre-temps. Et si le personnage d'Hannibal Lecter était toujours aussi emblématique. Voilà. Donc en fait, on est en train de régler des trucs en même temps pendant ce podcast. Ouais, je fais ma thérapie. Ah, c'est super. Bah alors, enchaînons, qu'est-ce que t'en as pensé Du coup, je l'ai vu effectivement d'un œil différent parce que je me suis entre-temps beaucoup plus intéressée à tout l'aspect psychologique. Et j'aime toujours autant. Hannibal Lecter, il est donc joué par Anthony Hopkins, quand même, qui est fantastique pour moi, mais vraiment fantastique. On le voit. Alors, il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, alors qu'on le voit en tout et pour tout 16 minutes. Voilà, donc c'est l'Oscar, le rôle le plus court pour un Oscar. Et donc il est vraiment fantastique. Son regard, il fait froid dans le dos, vraiment. Donc j'ai toujours aussi apprécié, en comprenant toujours un peu mieux toute la psychologie. Mais t'as eu moins peur du coup? Alors je dirais pas que j'ai eu moins peur, c'est différent. Disons que l'aspect psychologique m'a plus troublée que quand j'étais jeune. Alors que quand j'étais jeune, je m'arrêtais très sérieusement à « c'est un cannibale, au secours ». Voilà. Là, j'ai un peu plus creusé, un peu mieux compris la psychologie des personnages, quoi. Ok, cool. Toi, Marianne, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est la première fois que tu le voyais? Alors, c'est pas la première fois, ça devait être la 3e ou 4e fois. Et toujours aussi bien, hein. Franchement. Un bon thriller. Pour le coup, il me fait pas spécialement peur, à part la fin qui me met dans un état de stress pas possible. Et j'adore Clarice, ça fait du bien de voir une femme forte, un rôle fort. Clarice qui est jouée par Jodie Foster. Et tout à fait. Et il fait 1h58, c'est ça? 53. 1h53, bon. Non, 58. Moi, mon DVD, c'était 53, mais je crois que j'ai eu une version censurée. Enfin, on y reviendra, mais je Ok, crois que d'accord. le DVD est censuré. Bon. Et en tout cas, je les vois pas passer. Moi, pour le coup, je m'ennuie pas. Je trouve qu'il est hyper bien rythmé, le film, au top. Ok. Tom? Moi, c'était la 2e fois que je le voyais. Faut savoir que moi, je l'ai pas du tout vu quand j'étais jeune, ce film. En fait, j'ai grandi plutôt avec une idée préconçue du film, parce que... Hannibal Lecter, voilà, c'était quelque chose d'assez emblématique dans la pop culture et tout ça. Et je l'ai vu peut-être il y a
y a moins de 10 ans, enfin j'avais plus de 20 ans quand j'ai vu le film, quand je l'ai rattrapé. Et déjà, quand je l'avais vu, j'avais été un petit peu déçu. Alors je dis pas que c'est un mauvais film, parce que je trouve pas beaucoup de défauts à ce film. Je trouve que, comme vous l'avez dit, les deux comédiens principaux, ils sont vraiment géniaux, que ce soit aussi bien Anthony Hopkins, mais Jodie Foster, je la trouve vraiment super dans le film, et voilà. Et même les quelques personnages secondaires, je les trouve vachement bien et tout ça. Après, j'ai été déçu la première fois de me rendre compte qu'en fait, Hannibal Lecter n'était pas du tout le personnage principal du film, que en fait on le voyait que 16 minutes à l'écran, et c'est vrai que m'étant fait moi-même mon idée du film à travers toute la pop culture, enfin toute l'idée que je m'en étais fait, enfin voilà, j'étais un peu déçu. Je me suis là pour le podcast, quand j'ai essayé on a essayé de le revoir, je me suis dit bon, c'est bon, t'as passé le côté déception, vois-le autrement. Page blanche. Voilà, page blanche, regardons-le autrement. Et ça m'a fait un peu le même effet de ni chaud ni froid, je suis désolé, hein, comme je l'ai dit, j'ai pas grand-chose à reprocher au film, mais je m'ennuie un peu. Je le trouve long, je trouve qu'il y a un problème de rythme, et quand on arrive à la fin sur cette dernière scène que je trouve vachement bien, et elle marche pas aussi bien qu'elle devrait marcher sur moi, parce que j'ai perdu de l'intérêt au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. Mais encore une fois, j'ai pas grand chose à reprocher au film, voilà, l'idée est bonne, les acteurs sont bons, c'est juste pas l'idée du film que je m'étais faite, et j'ai du mal à revenir en arrière, voilà. Ok. Et toi, Boomster ? Alors bon, moi pareil, je l'ai découvert à l'adolescence, et c'était un peu la légende, Hannibal Lecter, un peu comme l'Exorciste ou Scream et tout. Et là où je trouve que pour l'Exorciste, la légende est justifiée, Hannibal Lecter, je comprends pas trop pourquoi on en fait un peu tout un pataquès de ce truc de ouf. En tout cas, quand on était ado, moi dans mon adolescence, c'était un peu ça. Et quand j'ai vu le film, je l'ai trouvé excellent, mais je m'attendais à un film d'horreur. Je m'attendais à ce que le mec il kidnappe des gens et qu'il les bouffe et que ce soit in your face. Alors que non, on est devant un thriller policier. Et très psycho. Ouais, très psycho. Et moi, j'adore ce film. Voilà, je l'ai acheté en DVD. Je me le suis maté au moins 5 ou 6 fois dans ma vie. Et d'ailleurs, ce que je disais il y a un instant au niveau de la censure, c'est que je me rappelais qu'il y avait un peu plus de plans gore à l'ancienne. Genre, à la fin, quand il s'échappe et qu'il mord le cou du mec, je me rappelais qu'il y avait un plan où on voyait un morceau de chair entre le cou et que lui, il le tenait par les dents. Et j'avais pas ça dans ma version. Enfin bref. Nous non plus. Ouais, ça me dit rien. Après, c'est peut-être dans Dragon Rouge que ça arrive, je sais pas, et c'est possible que je confonde Hannibal, Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux, etc. Oui, parce qu'il faut préciser que il y a des suites. C'est une saga, ouais. C'est adapté de romans, et que... alors, je crois que Le Silence des Agneaux, dans les bouquins, c'est le tome 2. Au niveau du cinéma, ils en ont fait le premier. C'est même pas le tome 2, il me semble, hein, parce qu'il me semble que ça commence par les origines de Hannibal déjà. Il me semble que dans les bouquins, c'est pas forcément comme dans les films, et qu'il a commencé réellement par l'enfance de Hannibal, et qu'ensuite il a raconté Dragon Rouge, etc. Il me semble que c'est comme ça dans les bouquins. Et que du coup, Le Silence des Agneaux, ce serait le 3e, voire 4e épisode, un truc comme ça. Ok. Mais effectivement, voilà, il y a d'autres films qui suivent, dont... Alors, ça, c'est mon avis, on en reparlera tout à l'heure, dont Dragon Rouge, qui est pour moi le meilleur. Oui, je suis d'accord. Voilà. Après, c'est effectivement... Enfin, quand on était jeune, je pense qu'il nous a surtout marqué par l'aspect cannibale, parce qu'on n'en entendait pas trop parler enfin, on ne voyait pas de cannibalisme. Là, on a un film qui est très populaire, qui nous raconte l'histoire d'un cannibale. Ça glace le sang. Surtout avec la prestance d'Hannibal Lecter, son charisme. Ouais. Il est quand même, il est psychiatre en plus. Il y a tout un jeu de psychologie en fait avec Clarisse justement, où il essaye de rentrer dans sa tête et où tu sens en fait qu'il est à la fois très, je sais pas comment dire, il est très gentleman. Il y a une scène par exemple où il y a un prisonnier qui jette du sperme. Voilà, à la face de Clarisse, et Hannibal Lecter pète un câble. Ouais. Il s'arrange pour que le mec crève, quoi. Il est d'autant plus glaçant qu'il est charmant, presque. Oui, voilà. En fait, il est très poli, très courtois. Et que ça reste un psychiatre, donc il connaît tous les rouages en fait, de la psychologie humaine, et qui s'en sert
pour pouvoir atteindre ses victimes. Mais est-ce que le fait qu'on iconise autant le personnage de Hannibal alors qu'il est présent que 16 minutes à l'écran, est-ce que c'est pas un peu le côté qu'on voit dans beaucoup de films, que ce soit des films d'horreur ou des blockbusters, où la menace principale est plus effrayante quand on ne la voit pas? Je pense par exemple aux dinosaures de Jurassic Park qu'on ne voit que 12 minutes, le requin des Dents de la Mer qu'on ne voit que 8 minutes, ou des autres films comme Alien ou comme le projet Blair Witch, Ce que j'allais dire, qui arrivent à te glacer le sang alors que tu ne vois rien. Bah sur moi, je sais que ça marche beaucoup. Moi, les choses que je vois pas, c'est ce qui me fait le plus peur. Et là, on te présente Hannibal et donc Clarisse arrive à l'hôpital psy. Elle rencontre le directeur qui lui dit regardez ce qu'il a fait à une de nos infirmières juste avant. On ne voit pas la photo. Et c'est d'autant plus flippant que tu l'imagines dans ta tête. Mon Dieu, mais il lui a bouffé le visage. Il lui a mangé la langue, mais c'est affreux, quoi. Et c'est très psychologique, en fait. Ça suffit à... Et puis effectivement, on le voit que 16 minutes, Hannibal Lecter, mais moi, j'ai l'impression de l'avoir vu tout le film, parce qu'il a une telle présence, je trouve, en tout cas, que c'est 16 minutes qui ont suffi à créer le mythe, quoi. Et c'est d'autant plus fort, du coup. Mais je me souviens, par exemple, que son évasion... j'ai beau avoir vu le film 4 ou 5 fois, je me rappelais pas que c'était aussitôt dans le film. Et j'avais l'impression qu'au bout d'une heure, ça allait être la fin, genre il s'évade au bout d'une heure, et je me disais mais en fait il reste quoi à raconter là? Je vois qu'il reste 50 minutes, qu'est-ce qu'ils vont développer et tout? Et en fait je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs j'avais l'impression que Hannibal restait tout au long du film, alors qu'il disparaît carrément au bout d'une heure et il revient que pour l'épilogue, quand il passe un coup de fil à Clarisse et qu'il va bouffer le chef de l'asile. Ouais, mais du coup, t'as la menace, je trouve, constante à la fin. Il est rentré dans ta tête. Ouais. À ce moment-là, il est déjà dans ta tête. Ouais, il y a moyen. Tu sais qu'il est dehors, quoi. Donc, elle suit une autre elle est sur une autre enquête. Donc toi, dans ta tête, t'as Hannibal, genre, attendez, les gars, il est quand même dans la nature, quoi. C'est quand même flippant de ouf. Et en plus, il est pas là pour le climax. C'est ça qui est un contre-pied à ce genre d'histoire. On s'attendrait justement à ce que quand elle retrouve Buffalo Bill, il y a justement Hannibal qui est déjà sur place, parce que lui il savait vraiment où était Buffalo Bill et qu'il a envoyé la police à l'autre bout des États-Unis, enfin peut-être pas à l'autre bout des États-Unis mais au moins une bonne moitié. Donc je sais pas, et ça fonctionne en fait. On se dirait sur le papier, non, il faut Hannibal pour la fin, il faut Hannibal pour le moment où Clarisse va sauver la situation et qu'elle sera toute seule. Et au final, non. Et c'est pas dérangeant. Tom est pas d'accord. Non, mais alors, moi, c'est plus sur le côté psychologique et la relation entre les deux. Où je trouve ça, mais genre, vraiment tiré par les cheveux. Le mec est psychologue, il connaît bien la psychologie humaine et tout ça. Ok. Les psychiatres, c'est pire. Pardon. Oui, c'est bien pire. Il donne des médocs. Voilà. Non, mais c'est qu'il est médecin, en fait. Contrairement à un psychologue qui ne l'est pas. Sauf que je trouve que leur relation... Alors déjà, je ne trouve pas qu'il y ait d'équilibre dans leur relation, que l'un apporte quelque chose à l'autre et tout ça. Je trouve juste que lui, il la manipule, mais de la première seconde à la dernière. Qu'elle, elle est maître de rien de ce qui lui arrive quand elle est en face de lui. Par opposition à ce qu'elle fait en dehors, où elle a de la prestance et elle essaye vraiment de contrôler ce qu'elle fait. Je trouve qu'en face de lui, elle contrôle rien du tout et c'est lui qu'elle contrôle tout du long. C'est vrai, ouais. Et alors, d'une, je trouve que, ces dons en psychologie ou en psychiatrie, ça tient presque du surnaturel, c'est-à-dire que le mec, c'est même pas qu'il lit en toi, il devine des choses, mais sans t'avoir jamais parlé. Le mec est à 3 mètres de toi, il sent ton parfum, il connaît tous les parfums du monde pour savoir quelle marque c'est, si tu l'as mis aujourd'hui ou la veille. Ça, je pense pas que ce soit son côté psy, c'est son côté cannibale. Non, mais des gens capables de ça, c'est on est presque face à un super vilain. Enfin, moi, c'est vraiment le truc que j'ai ressenti, on dirait presque un super vilain, quoi. Un mec, alors je dirais pas qu'il a des pouvoirs, mais vraiment, voilà. Et je trouve que la façon dont il rentre dans la tête de Clarisse, ça va, mais il y a une vitesse. Il la cerne en 15 secondes. C'est le deal, c'est entre les deux. Il se voit 3 fois 10 minutes et elle est complètement mais en fait, par lui. Il sait qu'elle a besoin de lui. Et donc il va jouer à un jeu où il va clairement lui dire, si tu veux que je te donne des réponses, tu vas répondre aux miennes aussi. Il lui pose 4 questions, c'est les 4 questions qui vont lui permettre de cerner tout le personnage. Il va lui parler de son enfance. On sait en psychologie que beaucoup de tes traumas ou de tes traits de personnalité sont fondés dans ton enfance. Donc il va attaquer là-dessus directement. Et une fois qu'il a ça, il a rentré dans sa tête. C'est même sa première question, c'est quel est votre plus gros trauma d'enfance ? On ne pouvait pas faire plus simple, hein, tu vois.
il tape dans le mine. Hein. Honnêtement, Le Silence des agneaux, le titre du film. Ouais, pourquoi? Non mais voilà. Pourquoi? Non, mais ça, le mec ça fait il est partie là. des choses. Alors, est-ce que vous entendez toujours les agneaux pleurer? Mais what? Non mais exactement. Mais what? Mais non, mais ça s'explique, je trouve. Bah oui. C'est un gros trauma, d'accord, mais il a rien à voir avec l'histoire, il a rien à voir. Enfin. Mais c'est pas ça, c'est que. Il lui est pas arrivé un truc de ouf, Atlaris. Ouais. Je comprends qu'elle soit traumatisée, bien sûr. Je rigole de Attendez, ça. Elle a perdu ses 2 parents. Elle se retrouve à vivre donc chez son oncle et sa tante. Mais c'est pas ça son trauma. Son trauma, c'est pas qu'elle a paumé ses parents. Son trauma, c'est qu'elle a pas réussi à sauver le petit agneau. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le lire en fait. C'est pas la bonne lecture. C'est qu'elle a effectivement, elle est déjà très malheureuse, elle a perdu ses 2 parents, c'est encore une enfant, elle se retrouve donc chez sa tante et son oncle, où elle entend effectivement les agneaux pleurer parce qu'ils se font abattre. Et en fait, elle se donne pour mission comme si c'était le seul truc qui lui tenait encore, qui la retenait encore, comme si en fait ça allait effacer en fait tout le malheur qu'il y avait si elle arrivait à sauver ces agneaux-là. Et donc elle se donne pour mission, elle essaye d'en sauver un, qu'elle n'arrive pas parce qu'il faut le porter, enfin voilà. Et il finit par mourir, donc c'est un traumatisme, c'est c'est son échec en fait dans sa vie. Ouais, elle a déplacé du coup les émotions du deuil de ses ça, parents sur cet agneau. Okay, qu'elle n'arrive pas à sauver en plus. Je l'avais pas lu comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Marielle? Qu'elle n'arrive pas à sauver en plus. Non, c'est ça. Donc forcément, en fait, il sait que ce moment de sa vie précis, ça résume tout son mal-être. Et ben du coup, il va aller piquer là-dessus. Ce qui marche très bien parce qu'elle perd effectivement, comme tu disais Tom, elle perd le contrôle de tout. Face à lui en tout cas. Oui, non mais je suis d'accord, mais je trouve que ça va trop vite. En fait, c'est juste ça, je trouve moi à l'écran, je ne sens pas de relation entre eux se créer. C'est juste ça, c'est. En fait, mais c'est peut-être le fait qu'on le voit trop peu et que comme je vous ai dit au début, je m'étais fait une idée préconçue du film et du coup, en fait voilà. Moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, je voulais voir si Hannibal Lecter, c'était pas que ce mec enchaîné avec un masque ultra flippant. Et quand j'ai vu le film, les 2 fois, je me suis dit, en tout cas, dans ce film-là, j'ai jamais vu la suite, je ne connais pas vraiment l'autre. T'as vu aucune suite? J'ai vu aucune suite. Ah ouais. Je connais pas du tout la mythologie qu'il y a derrière et tout ça de ce personnage. Mais les 2 fois où j'ai vu ce film, je me suis dit, mais en fait, oui, non, mais Hannibal Lecter, c'est juste ce mec-là. Cette image. En fait, j'ai que cette image. Ce mec qui arrive à voler des stylos par la pensée. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais voilà, non, on est d'accord. Enfin. Ah, ça m'a toujours fait triper, j'ai toujours adoré les gros zooms sur son regard, de genre c'est moi qui ai le stylo. Tu te dis putain, tu vois, en mise en scène c'est normal qu'on ait des inserts sur le stylo et que juste après on a un insert sur son regard, genre je l'ai volé. C'est normal, il faut qu'on comprenne ça par la mise en scène. Mais la manière dont c'est fait, avec les gros zooms et tout, le gros truc, tu vois, c'est un peu... c'est limite, il manquait le bruitage derrière, tu sais, tu vois, un truc... c'est criard quoi. Ouais. C'est pas toujours subtil, effectivement, dans la mise en scène. Oui, après, je pense que c'est aussi une mise en scène qui a un petit peu vieilli, mine de rien. Ça date de 91, ça a pratiquement 30 ans comme film. Il y a des effets qu'on vieillit. Après, moi, ça me dérange pas trop, les gros zooms comme ça. Enfin, moi, je suis assez fan de ces anciennes techniques de cinéma, donc... J'ai jamais aimé le zoom. Ouais, mais... je déteste le zoom. Moi, j'adore les zooms de western, par exemple. Ouais, non, même là, ça me parle pas trop. Tu vois, j'aime ça... Justement, mais presque avec la musique, comme t'as dit, mais après c'est... Effectivement, ça te permet de comprendre des choses sans mettre des mots dessus, quoi. Mais encore heureux, c'est de la mise en scène, quoi. Ouais. Le show d'Antel. Après, je trouve que pour revenir un peu sur les personnages, je trouve que les 2 personnages marchent très bien. On n'a pas vraiment beaucoup parlé de Clarisse pour l'instant, mais pour le coup, elle, je trouve qu'elle marche super bien, que ce soit en face d'Hannibal ou dans tout ce qui va se passer autour, parce que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, Hannibal, enfin ses entretiens avec Hannibal, c'est quoi, c'est même pas un quart du film finalement. Et puis c'est résumé dans la première partie du film, au bout de 1 heure il s'évade. Oui, c'est ça. Voilà, en dehors de ça, Clarisse, donc c'est une jeune agent du FBI encore à l'académie. Il faut parler de son évasion après. Voilà, non mais bien sûr. Mais donc qui est encore à l'académie, on comprend très vite que c'est une des rares femmes dans un milieu d'hommes,
qu'elle est un peu... Dans un milieu un peu sexiste en plus. Oui, c'est les années 90. Clairement. Ouais, mais c'est pas dit grossièrement. Ça, c'est cool, tu vois. Ouais, après, t'as pas le mec, il arrive avec ses beignets en mode alors je te mets. Non, mais c'est suggéré par Hannibal quand il lui dit que elle pense que son chef a envie de coucher avec elle à chaque fois qu'il la regarde. Au moment où elle rencontre le directeur, il lui dit tout de suite bah vous voulez pas un guide pour ce soir. Bien sûr que c'est dit clairement quand elle s'entraîne et qu'elle court, t'as les autres élèves qui se retournent sur elle. L'espèce de scientifique là, quand elle va voir les scientifiques, il y en a un qui non mais vous avez grave raison. Si, c'est clairement annoncé qu'elle est dans un monde ultra sexiste et que c'est hyper dur de s'assumer pour une femme forte et intelligente. Pour moi, c'était dit plus subtilement que ça. Mais attends, exemples elle rentre dans une pièce blindée de mecs de la police, tout le monde la regarde. Beaucoup de plans à la première personne. Elle essaye de donner un ordre à un moment, il la regarde genre what, tu vois. Mais comme l'a dit Marianne tout à l'heure, je trouve que c'est un personnage de femme forte. Vraiment bien fait. Elle a des coronesses, hein. Si on peut dire ça, oui. Moi perso, quand elle tombe sur Buffalo Bill à la fin, j'étais en mode mais fais comme si de rien n'était, va chez le voisin, dis-lui de composer le 911, tu vois, en mode. C'est flippant. Vas-y pas, putain, appelle les renforts. Non mais c'est ça. C'est ce que moi c'est la réflexion que j'ai fait à Marianne justement à ce moment-là, c'est donc elle va dans la cave, elle le poursuit, puis je lui dis putain mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait pas de téléphone portable. Quand t'étais solo. T'es solo. Il y a le voisin. Non mais ouais c'est ça, il y a des voisins. Il y a le voisin. Non, mais... Tu vas, tu montes ta carte, coup de téléphone. Enfin bon voilà. Ouais mais bon, il y a la nana qui peut buter à tout moment, elle peut pas non plus se barrer. Ah bah oui mais elle est solo avec son petit gun. Ouais mais elle est agent du FBI, ce que n'est pas la victime. Elle peut pas se permettre en fait de laisser la victime toute seule qui en plus en Je suis pas sûr que dans ta formation on me dit vas-y solo. Elle est je même pense pas sûre que la victime soit là à ce moment-là. Au moment, elle la voit assez vite. Elle la voit quand elle descend dans la cave pour le poursuivre, mais à la base, elle sait que c'est lui. Est-ce qu'elle est sûre que la victime est dans la maison ? Est-ce que tu pars du coup sans savoir ? Elle sait que 3 jours ne sont pas passés, donc la victime est potentiellement encore... Oui, mais elle sait qu'elle s'est présentée à lui et qu'il est pas complètement non plus. Et qu'à un moment donné, tu fais quoi si t'as un agent du FBI qui débarque et que t'as une victime on lui dit pas de revenir dans 6 heures, on lui demande juste d'aller appeler des renforts qui seront là dans les 10 minutes. Ouais, mais en 10 minutes, il a le temps de la tuer. Ou de se barrer. Donc c'est maintenant ou jamais, en fait. Sauf que la gamine avait kidnappé son kleps, et que du coup, ça faisait gagner du temps à Clarisse, et qu'en vrai, elle aurait pu. Mais ça, il peut lui tirer... Oui, elle le sait pas. Oui, et puis quand bien même, il peut quand même tirer une balle dans la tête de la nana sans toucher le chien. D'ailleurs, juste avant que Clarisse arrive, Buffalo, il est prêt à aller buter la meuf. C'est vrai. Il est super vénère et il prend son flingue et à ce moment-là, ça sonne. Moi, je pense effectivement comme Marianne, elle n'a pas le temps. Pas le choix. Et elle a pas le choix. C'est ça où la nana, elle meurt. C'est du Jack Bauer. Ouais. T'as pas le temps. Ça, tu dois y aller. Ça m'a un peu fait penser à ça aussi. Mais, et ça n'a choqué personne qu'on confie cette enquête à une étudiante. À une étudiante avec tous les agents que le FBI peut comporter. Là, on sent que c'est certainement la meilleure de la promo, en tout cas. Mais ça reste une étudiante, j'imagine qu'il y a des agents elle est pas loin de son diplôme, en tout cas. Oui, et puis à la base, elle est juste censée aller interroger Hannibal Lecter. Tout s'envenime. Non, mais puis c'est justifié derrière par son patron qui dit non, mais en fait, c'était un plan parce que pour l'amener à parler et tout ça, parce que justement, tu représentes pas de menace pour lui et tout. J'ai trouvé ça un peu gros. Moi, pour le coup, je me suis posé vu qu'Hannibal est aussi un petit peu rentré dans ma tête, je me suis demandé, est-ce que le patron, donc c'est Jack Crawford, ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il prend pas Clarisse sous son aile pour se la serrer à un moment ? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi, finalement, de... Ça, j'ai trouvé ça super malin qu'en fait, non, ça soit juste une figure paternelle. Ouais. Et qu'il lui veuille rien du tout de plus que, en fait, sa réussite, parce qu'en fait, il l'apprécie et qu'il trouve que c'est un bon agent. Point barre. Et ça, j'ai trouvé ça assez malin de le... Il la manipule un peu quand même au début. Mais il la manipule... Parce qu'il le dit, si c'est moi qui vais le voir, Hannibal Lecter. Non, c'est même pas ça qu'il lui dit. Elle lui dit, pourquoi vous m'avez pas mis au courant que c'était pour ça que vous m'avez envoyé ? Il dit, parce qu'en fait, lui, il l'aurait senti. Oui. Et ça, je trouve ça... Bon, ok, ça se justifie comme ça, moi, ça me va comme justification. Après, je trouve ça toujours bizarre que, bon... Je sais pas quel âge elle est censée avoir, mais... Enfin bon, c'est quand même une enquête qui a l'air assez importante pour la confier à une étudiante, je trouve ça un peu bizarre. Et puis là, il y a une série sur Clarisse qui va bientôt sortir, où je crois le premier épisode est déjà sorti à l'heure où on parle. Et j'ai vu la bande-annonce, c'est une nana de 20 ans dans la série. Et ça se passe juste après Le Silence des Agneaux, le début de la série. Donc voilà, je sais pas après ce que ça raconte et tout. En tout cas, dans cette série, on voit pas Hannibal, mais ouais, elle a l'air d'avoir 20 piges.
Ouais, bah voilà. Enfin moi ça, voilà, déjà rien que ça m'a paru un peu bizarre dans le film. Je suis d'accord. Mais de base, il l'envoie juste pour aller parler avec Hannibal, parce que elle a l'air compétente, etc. Non, il l'envoie pas pour ça, il l'envoie pour faire parler à Hannibal. Il lui dit après, que c'est son plan à lui, il a fait exprès de l'envoyer elle, pour faire parler Hannibal, et que c'est son plan depuis le début de lui faire parler de... la même chose. Oui, on dit la même chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il lui confie pas non plus l'enquête. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça s'envenime. Mais à la base, elle est censée aller interroger Hannibal Lecter, avoir les réponses, parce que elle n'est pas une menace. Il se trouve que Hannibal rentre dans sa tête, comme on disait, et qu'elle elle perd un peu le contrôle, et qu'elle s'investit beaucoup plus que ce qu'on lui avait demandé à la base. Elle va même toute seule, enfin tu vois, et il y a le moment où tout le FBI pense, ce que j'ai compris, pense avoir trouvé où était Buffalo Bill. Il se trompe, et son chef, tout de suite, capte et se dit « Putain, Clarisse, elle y est, en fait. Et elle n'est pas avec nous, et c'est elle qui est là-bas, toute seule avec lui. C'était pas prévu. » Alors ça, comment il le sait, j'en sais rien. Ouais, ça... Comment ça il fait ça m'a paru chelou quand il fait oh, « Clarisse !» Mais parce qu'elle lui dit qu'elle va interroger quelqu'un. Elle va interroger quelqu'un. De là. Mais qu'elle est sur la piste, en fait, quand elle l'appelle, elle est plutôt étonnée au début que. Il y a 50% de chances que ce soit une fausse piste aussi. Enfin, on n'est pas. À aucun moment il est certain que la piste que elle suit soit la bonne. Après, il lui fait confiance aussi. Je pense qu'il croit en elle et qu'il se dit. Très bien. Mais surtout qu'ils arrivent très vite alors qu'ils sont à 700 bornes. Non, on est d'accord ou pas qu'à la fin ils débarquent. C'est vrai, à la fin on les voit un peu. Ils sont là, t'as l'impression qu'ils sont là en 10 minutes, enfin ils sont autour de la maison, ils sont à 700 bornes. On sait pas combien de temps s'est passé entre le moment où elle le bute et quand ils arrivent. Il fait encore jour, il fait, enfin tu vois, t'as encore la police autour de la maison et ils sont en hélico. Ouais, mais 650 km, tu les voilà, fais pas en une heure d'hélico. Je sais pas, moi je pense qu'il y a une ellipse à ce moment-là, c'est sûr. Mais c'est quoi, c'est sur le lendemain? Parce que même 650 km, même en avion... Non mais même si c'est 4 heures plus tard et que en vrai ça a du sens et qu'il n'y a aucune incohérence, c'est juste au niveau de la mise en scène, ils reviennent trop tôt. Tu vois, il s'est pas passé suffisamment de choses, on n'a pas eu suffisamment de scènes entre le moment où Clarisse bute Buffalo Bill et le moment où eux débarquent, tu vois. Et du coup, on a largement assez de scènes. C'est comme dans Interstellar, tu vois, quand ils te disent qu'ils attendent 45 minutes dans le vaisseau que les batteries se rechargent, ils ont juste une toute petite discussion et ça te dit batterie chargée, tu vois. C'est un défaut de mise en scène qui fait que... Mais ouais, mais moi je suis d'accord avec Marianne, je pense qu'il y a une ellipse et que c'est pas... Oui, il y a une ellipse, elle est là, sauf qu'elle n'est pas ressentie dans la mise en scène. Non, mais bon, ils vont pas nous dire, enfin tu vois, je pense qu'on... Ouais, t'as pas besoin d'un synthé. En fait. On est sur un film complètement psycho, donc t'es pas censé en fait tout comprendre, enfin tu vois, il t'explique pas tout ce qui se passe. Tu comprends les choses en même temps. En fait. Je sais pas, si ça avait été de nuit, tu vois, peut-être que ça aurait mieux fonctionné. Ouais, t'as pas l'impression qu'il y a du temps qui s'est passé. Tu le ressens pas, il n'y a pas eu assez de dialogue, on n'est pas passé sur quelqu'un d'autre ni rien. La nana, on sait même pas si elle a retrouvé ses parents, la gamine kidnappée, tu vois. S'il y avait eu elle rentre chez elle, elle revoit ses parents ou quoi, tu vois. Oui, t'as l'impression qu'ils sont encore en train de faire un relevé d'empreintes. Enfin, il y a vraiment encore le cordon de sécurité avec tout le monde autour. T'as l'impression qu'il s'est passé 10 minutes, quoi. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur le personnage de Clarisse ou est-ce qu'on parle du docteur Lecter? Alors, moi franchement Clarisse, comme c'est le personnage principal du film, je pense qu'on pourrait en parler pendant super longtemps parce que moi j'adore tout ce qu'elle vit en dehors de... Ça c'est vraiment la partie qui m'a intéressé chez elle, c'est tout ce qu'elle vit en dehors des entretiens avec Hannibal. Ça j'ai trouvé ça super bien. La façon dont elle évolue, c'est-à-dire que au début elle est vraiment pas sûre d'elle, elle évolue dans un monde où tout le monde la regarde, tout le monde la... enfin on a vraiment l'impression qu'elle doit faire ses preuves à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, quoi. Et au fur et à mesure du film, elle s'émancipe, elle devient elle incarne de plus en plus ce qu'elle est, en fait un agent du FBI. Alors c'est exactement ça. Oui, mais très vite elle prend l'enquête en main, elle la fait toute seule. Je pense que le moment un peu charnière où vraiment elle prend confiance en elle, c'est le moment où ils vont pas identifier mais en tout cas étudier un corps, retrouver un des corps tués par Buffalo Bill, où il y a donc tous ces policiers dans la morgue et qu'elle leur demande à tous de dégager, enfin de sortir et
on sent qu'ils ont tous une hésitation, genre qu'est-ce que c'est. C'est de ce moment dont je parlais quand je disais, quand elle essaye de donner un ordre et que genre il la regarde, genre what. Et finalement, tous ils s'exécutent, il l'écoute, et à partir de ce moment-là, elle step up un peu au niveau du charisme. Il y a même le regard de son chef qui a presque un peu de fierté dans son regard et qui se dit ah, enfin, elle est là quoi. Ouais, elle prend son rôle à fond et voilà. Jusqu'à la fin où vraiment c'est vraiment l'incarnation de. Elle est seule face au monstre. Et pour le coup, cette scène atrocement est flippante. Elle est vraiment bien faite. Voilà, et jusqu'à sa victoire finale à elle. Et j'adore. Franchement, ce personnage est super bien fait dans son évolution. J'aime beaucoup. Moi, il y a un truc au niveau de la mise en scène que j'ai bien aimé autour de Clarisse. C'est qu'il y a beaucoup de plans à la première personne sur ce personnage, où on voit des personnages qui la fixent, comme la scène des policiers, dont on vient de parler. Et à la fin, ce procédé est renversé quand Buffalo Bill il met les lunettes infrarouges et qu'il arrive à la voir dans le noir total. Et bah là, on est dans les yeux de quelqu'un d'autre à la première personne et on fixe Clarisse. Alors après, je pense qu'on peut lui donner du sens, mais je suis pas meuto mise en scène, donc j'ai pas trop capté ce que ça voulait dire, mais j'ai trouvé ça super intéressant, même si j'ai envie de chipoter un petit peu, mais c'est vraiment du pur chipotage. La scène où Buffalo Bill la regarde dans le noir total, on n'est pas vraiment dans le noir total parce qu'il y a les ombres. Et ça me dérange un petit peu. Waouh, j'ai pas fait gaffe non plus. Mais c'est vraiment du chipotage complet, quoi. Boomster ça n'a pas été tourné dans le noir total et je trouverais... Après Meuto mise en scène, Boomster le détail. Boomster chipotage. Faux raccord. Bonjour Michel. Michel et Michel. Ouais, non, ça m'a un peu sorti du truc. Mais c'est vraiment du chipotage, quoi. Ah, moi j'étais tellement prise dans cette scène, tellement angoissée que... J'y pense pas aux ombres à ce moment-là. Ah ouais, non, j'étais là, genre, je respirais plus, moi. Elle est horrible, ça fait tellement peur. Ouais, non, elle est bien. Mais, elle est bien. J'aimerais pas être dans sa situation. Oh, mon Dieu, mais c'est vraiment le sous-sol de l'angoisse, quoi. Sans déconner. Non, mais il y a des portes partout, il y a un puits, il y a des papillons de nuit partout, mais c'est l'enfer. C'est glauque. Oh là là. T'imagines l'odeur. Oh. Enfin bon. Et puis il y a des costumes en peau, quoi. En peau humaine. Ouais. Et tu sais qu'il y a un psychopathe qui vient d'éteindre la lumière et qui a deux doigts de te bondir dessus, quoi. Ouais, mais lui il meurt. Enfin, alors lui, s'il meurt, c'est entièrement sa faute à lui tout seul. Hein. Grave. C'est voilà, on ne joue pas avec la nourriture, mec. Enfin, là, t'as cherché un peu. Hein. C'est au bruit qu'elle le repère. Ah, c'est le bruit du gun. Bah ouais, après, lui, il est un peu lent pour tirer. Hein. Ouais, un petit peu. Ouais. Il aurait dû charger plus tôt. Bah oui, il relève le chien. Le chien, c'est ça. Et voilà. Ouais. Il est mort comment? Il est mort comment? Ouais, c'est ça. La mort nulle. Il a relevé le chien. On passe au docteur. Allez, le docteur. Dans Mon bis, pas de rival. Exactement. Je vais commencer, tiens. J'aime beaucoup ce personnage. Après, bon, je l'aime énormément parce qu'il y a aussi Dragon Rouge, il y a Hannibal et tout. Mais celui-là, c'est le premier que j'ai vu et je l'ai tout de suite kiffé, ce personnage. Je disais en introduction que je trouve que la légende, elle est un peu basée sur... voilà. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas que la légende s'est basée sur une erreur. C'est qu'en fait, il est tellement charismatique que t'en viens à le voir comme une légende. Et du coup, je pense que les ados, ils se sont un peu montés le bourrichon tout seuls, tu vois. Mais après, il est méga stylé. Des exemples comme ça dans la pop culture d'icônes qui finalement sont... Enfin, je pense qu'il y a des icônes dans la pop culture qui sont encore moins présents dans leur propre film que Hannibal Lecter, pour le coup. J'ai pas d'exemple là, mais... Beetlejuice, on en parlait. Ouais, on en parlait tout à l'heure, Beetlejuice, où on comprend même pas que le film s'appelle Beetlejuice, parce que c'est un personnage vraiment plus que secondaire, je dirais même tertiaire dans le film. Mais moi, j'aime beaucoup la manière dont... Enfin, les échanges qu'il a avec Clarisse. Ils sont super riches. L'acteur, bon voilà, Anthony Hopkins, c'est le rôle de sa vie quasiment. Et moi j'ai l'impression qu'en fait il est un peu en train de prendre son pied quand les gens lui racontent leur traumatisme, etc. T'as l'impression qu'il est un peu... Enfin, limite, il jouit, tu vois, au sens, pas au sens sexuel, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais ça s'explique. Ouais. Ça s'explique dans le fait qu'il est en prison, qu'il se fait psychologiquement un peu torturer par les flics qui le forcent à regarder des...
Ouais, qui le force à regarder des trucs chrétiens, catholiques, et il s'ennuie en fait. Et là, en fait, il reprend un peu ce qui l'anime dans tous ces échanges, où c'est vraiment sa cour de récré en fait à ce moment-là. Il peut enfin revivre et pas être juste une bête attachée à être torturée. Et tu vois, même quand Clarisse lui propose le truc avec vue sur un bête de lac et tout machin, il sait très bien... C'est même une plage qu'elle lui propose. C'est une plage, et il sait très bien que c'est faux. Mais il décide de jouer le jeu quand même parce que tu sens qu'il y a une petite forme de plaisir à ça, quoi. Moi, justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que lui, en fait, du moment où il voit Clarisse, il sent l'opportunité de s'évader ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure? Et je pose la question, c'est savoir si, en fait, depuis le début, il manipule la conversation pour que ça aille dans un certain sens, pour pouvoir être ce qui va l'amener à être déplacé dans un autre endroit, et donc tout une ça. occasion de partir. Donc une occasion de partir, ou est-ce que lui il le prévoit déjà, et dans ce cas-là il est vraiment très fort. Voilà, c'est limite surnaturel. Ou il a volé un stylo avec les yeux, mon pote. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, c'est vraiment la question que je me pose quand je regarde le film. Moi, la façon dont je l'ai vu, c'est plus. C'est pas quelque chose forcément qu'il prévoit, mais c'est le grand méchant, en fait, et que du coup, tu peux pas lui laisser une seconde de liberté, en fait. Et que le moindre faux pas, le moindre faux geste, il prendra le dessus. C'est plus comme ça que je l'ai vu, où c'est pas forcément un truc qu'il a prévu, mais il sait très bien que à la moindre occasion, il va les défoncer. Ouais, alors ça, moi je voudrais bien qu'on en parle aussi. Parce que donc quand il est déplacé, on le change de cellule et on le fout dans une cellule. Alors c'est qu'une cellule à barreaux. Et en fait, on va en parler, mais il y a donc cette scène d'évasion où il arrive à sortir de sa cellule et tout ça, où moi je trouve qu'il y a un énorme défaut au niveau de la sécurité de... Ouais, clairement. C'est déjà personne le surveille. D'une. Si, il y a 2 pélos. Non, mais, mais 2 pélos pour Hannibal Lecter, tu vois. Alors, et de 2, c'est-à-dire que, en fait, pour lui amener à manger, à ce gars-là, on est obligé d'ouvrir sa cellule, de rentrer dedans. Il y a là où avant, il était derrière une vitre blindée pour lui donner des trucs. Il y a un sas, enfin je sais pas comment on pourrait dire, mais ouais, une espèce de casier qui. Exactement. Où faut se mettre à 3 mètres de la vitre et tout ça, et d'un coup, non. Je suis d'accord. C'est. Ouais. Ah bah clairement ils se sont relâchés là sur les mesures de sécurité. Ouais, mais est-ce que tu pouvais pas juste faire une petite encoche pour glisser un plateau? Bah après, ils l'attachent quand même, ils le menottent. Ils n'ont pas prévu qu'il se détache, tu vois, et qu'il ait volé un stylo. Ouais. Mais pour le coup, là-dessus, j'avoue que je me suis dit la même chose. Je me suis dit, c'est quand même. Tout le monde s'est crocheté des menottes. Non, effectivement, tu te dis juste 2 flics avec une petite prison à barreaux, c'est peu comme sécurité pour un monstre pareil. Oui, mais moi, encore une fois, par exemple, on me dit que c'est un monstre et tout ça, mais le problème c'est que... en fait, j'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est un monstre, Hannibal Lecter, parce que je ne le connais pas. Ah, mais c'est là aussi où il est fort. Ça te suffit pas ce qu'on en dit de lui déjà? Bah non. Parce que on commence le film en disant oui, alors lui c'était un psychopathe, un criminel, ok. Mais au début du film, quand ils expliquent un peu à Clarisse qui est Hannibal Lecter, ils lui disent bien, genre, il va rentrer dans ta tête, ne te laisse pas avoir. Et je pense que c'est ça en fait, moi qui m'a fait le plus peur, c'est que il arrive à te faire oublier à quel point il est monstrueux. Ouais, il arrive à te séduire, tu vois. Voilà, tout à l'heure vous avez dit le mot charmant et tout ça. Moi je suis désolé. Hannibal Lecter, je le trouve tout sauf charmant. Il commence en faisant des bruits. Il fait des bruits. Pas dans ce film en fait. C'est pas dans ce film qu'on le voit vraiment être classe et charmant. C'est pas vraiment dans celui-là. Il y a quand même un truc où tu sens son intelligence. Tu sens son intelligence. Voilà, il est très poli. Mais il est glauque. Oui, mais comme je disais, il est hyper gentleman avec Clarisse quand même. Où Si, mais il lui file une serviette pour qu'elle s'essuie les cheveux. Il va lui dire que ce qu'a fait son co-détenu c'est affreux et que jamais il se permettrait de faire ça. Il va même le buter pour elle. C'est chevaleresque. C'est un pervers narcissique. Non, mais tu sens qu'il a... Je sais pas, tu sens qu'il a quand même... effectivement, il est cannibale et c'est un monstre. Mais il sait séduire, en fait. Ouais. Moi, je sais pas, moi, déjà... en fait, quand il fait son bruit de bouche, là... Ouais, voilà. Déjà, ça, rien que ça, c'est dégueulasse. En fait, faut que tu saches
que avant ce film, du coup, il y a eu d'autres histoires, et en fait, Hannibal Lecter, c'était un mec vachement bien intégré dans la société, vachement classe, avec beaucoup d'amis, il recevait énormément, bon, il leur faisait bouffer de la viande humaine, oui, mais c'était un mec qui était vraiment... très gentil, oui, mais ça, réellement gentil ça, en fait. Même avec ses victimes, il était réellement gentil. Non mais ça tu le sais parce que toi tu connais la suite, t'as vu les autres films. Sauf que là, moi je ne regarde qu'un seul film, je suis pas censé... En fait, le film doit suffire à lui-même. Surtout que c'est le troisième ou quatrième bouquin en plus. Si moi il me manque des... Enfin, moi pour le coup, il me manque des choses pour vraiment cerner totalement ce personnage. Plus que juste un mec derrière une prison derrière une vitre de prison très intelligent. Ouais, là vous en parlez parce que vous connaissez bien le personnage et vous savez comment il était avant. C'est pas tant ça, c'est aussi la mise en garde encore une fois qui font à Clarisse avant qu'elle aille le voir, où ils lui font bien comprendre en fait que c'est facile de se faire manipuler et se faire avoir par ce mec. Et en fait quand tu vois son interaction avec elle, tu comprends très bien en fait comment il fonctionne et comment il arrive à séduire pour pouvoir derrière te bouffer quoi. C'est horrible. Parce que tu te dis que du coup en fait on est tous potentiellement, on peut se faire avoir par un mec comme ça. Alors oui, ok, j'entends. Mais par exemple moi un élément qui me manque dans le film par rapport à sa psychologie à lui, c'est par exemple pourquoi est-ce que lui il bouffe ses victimes. Moi j'en sais rien dans le film et ça me manque quand je le regarde le film. Mais t'as pas besoin de savoir pourquoi Dark Vador est Dark Vador pour l'apprécier. Non mais Dark Vador il est pas là 16 minutes, il est là pendant 3 films, alors il est pas non plus ultra présent dans Star Wars, c'est pas le personnage le plus présent, mais il est quand même là, et t'as le temps de... t'as toute quand même une mythologie qui... Enfin t'as 3 films quand même pour parler de lui, là j'ai un film de 2 heures où finalement il est présent que 16 minutes. Mais si on prend Star Wars 4, Vador, je pense qu'il est pas présent beaucoup plus que, on va dire 20-25 minutes grand max, et pourtant, rien que dans l'épisode 4, Vador, t'as compris que c'était un big boss du game. Oui, mais t'as pas... Enfin, oui, mais t'as pas compris forcément que c'est la plus grande menace de... D'ailleurs, c'est pas la plus grande menace de l'univers, mais... Voilà, c'est quelque chose qui développe beaucoup plus dans la suite, dans l'Empire contre-attaque, où c'est vraiment... Là, Vador est beaucoup plus présent et tout ça. T'as pas besoin de voir un personnage énormément de temps pour qu'il en impose, tu vois. Moi, je trouve que Hannibal, il en impose en vrai. J'ai pas dit qu'il en imposait pas, je dis juste que moi, il me manque des... Enfin, que le personnage m'a pas 100% conquis, parce que il est là que 16 minutes et qu'il me manque des trucs et voilà, et que je trouve que tout le côté je te domine psychologiquement est presque trop facile. Enfin Clarisse, je sais pas, on lui a dit fais gaffe, et elle pourrait en fait jouer un jeu elle aussi, être intelligente. En fait c'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est que elle est super, enfin elle est super forte à l'académie, ses patrons lui font confiance, elle enquête bien, machin. Elle sait qu'en face d'elle, elle a un manipulateur, et en 3 fois, elle se fait manipuler en fait. Mais ça montre à quel point, et même face à une femme intelligente et forte, à quel point il est fort. Oui, et encore une fois, je pense, oui, mais il est plus fort qu'elle. Il est plus fort qu'elle. Et qu'il y a un moment donné, en fait, même quand tu sais que tu peux te faire manipuler, ça peut arriver à tout le monde d'avoir le moment... Enfin, t'as un moment où tu vas... Parce qu'en fait, ce qu'elle se dit, c'est « Je suis obligée de jouer à ce jeu-là avec lui, parce que sinon, j'aurai pas les infos qu'il me faut pour pouvoir arrêter Buffalo Bill. » Et lui, il va se servir de ça. Et du coup, forcément, il prend le dessus. C'est lui, en fait. Oui, mais elle pourrait faire preuve de... Sachant comment il est, elle pourrait faire preuve d'un peu plus de détachement par rapport à ses propres émotions à elle. C'est là où il est fort. C'est là où il est très fort. Bah oui, mais du coup c'est là où elle est faible. Je trouve ça dommage parce que tout son personnage est super fort en fait. Et puis il est aussi à jouer à question-réponse, c'est-à-dire je te pose une question, tu me poses une question. Et c'est le jeu. C'est son terrain à lui, en fait. Il l'amène. C'est lui qui a les informations, il tient tout le monde par les couilles, donc au bout d'un moment... voilà, c'est obligé que tu te fasses manipuler quand tu acceptes de jouer au jeu de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est pas tes règles, c'est les siennes. À partir de là, il a gagné. Oui, quand il impose son mode de fonctionnement, elle peut pas être meilleure que lui, tu vois. Si toi, tu es plus excellent dans un domaine que quelqu'un d'autre et que tu arrives à lui dire bah, on va jouer sur ce domaine-là, tu as gagné, en fait. Oui, non, mais très bien. Très bien. Moi, ça me convainc pas à 100%. Ça t'as le droit. Mais tu peux regarder les suites, du coup. Mais ça me donne pas très envie. Mais Dragon rouge. Juste ça.
Ok. C'est le préquel. Et donc on peut quand même vite fait expliquer son évasion qui... Alors là, pour le coup, moi je trouve que l'ellipse, elle est pas très claire, hein, parce que ça va très très vite. Ça va très vite, ouais. Du coup, il se fait attacher par les 2 flics dans cette prison d'une sécurité moyenne, du coup. Discutable. Alors, discutable, ouais. Il se fait donc attacher les poignets, il se fait menotter au barreau. Les 2 flics arrivent pour lui servir son repas. Lui, il a le stylo donc qu'il avait volé. Il se détache, il les attaque, il les bouffe. Il meurt. Moi, c'est surtout le moment où les flics arrivent et comprennent qu'il s'est évadé. Ils voient les cadavres. Comment il a fait pour mettre le cadavre? À quel moment exactement? Déjà comme ça. Ça te prend une bonne heure. Mais t'as fait comment, frère? Tu l'as lancé au-dessus? Comment il fait pour mettre le 2e cadavre dans la cage de l'ascenseur sur l'ascenseur? Sans son visage, du coup. Ouais, parce qu'il lui a sachant que c'est un mec qui doit au moins peser visage. 85 kilos minimum, le gars. Il a mis son visage sur lui-même et il s'est fait passer lui pour le mort. Il a fait une Léon. Et donc il s'évade, il se fait transporter à l'hôpital parce que les flics pensent qu'il est le flic qui s'est fait bouffer. Et ils s'en rendent compte genre bien trop tard, quoi. Mais à quel moment, en fait, il a eu le temps de scalper le visage, se le mettre, d'installer l'autre, intervertir les vêtements, de placer l'autre dans la cage d'ascenseur. Du coup, tu vois le sang, tu te dis ah, il est caché là. Mais non, c'était toute une ruse. Moi, ça m'a perturbé. Ouais, ça t'a perturbé. Un truc presque un super vilain, quoi. Il fait des choses, tu comprends pas comment il y arrive. C'est comme il rentre dans ta tête, je comprends pas comment il y arrive. Il sait des choses sur toi, je comprends pas comment il y arrive. Enfin voilà. Bon, moi ça me convainc pas à 100%. Moi j'aime bien cette scène. Mais après la scène est cool, oui. C'est le petit moment action. Après il faut dire que les keufs qui sont censés le surveiller, c'est quand même les deux keufs les plus nazes de l'histoire de la police. C'est-à-dire que l'autre se fait attacher, ne réagit. Enfin mais 10 piges à réagir, à dire à son collègue attention. Le collègue, il se fait bouffer le nez. Alors, d'ailleurs, c'est pas le nez, c'est là, c'est sous l'œil. Même les autres flics, je me suis fait la réflexion du coup en le regardant. Les autres flics, quand ils comprennent et qui sont en train de courir vers ils sont tous en sueur. Ils sont en panique totale. Tu vois la détresse dans leurs yeux, genre je veux pas y aller. Oui, c'est vrai, je me suis fait ça. Après, c'était un peu ce côté police d'une petite ville des États-Unis qui a jamais fait face à quoi que ce soit finalement de vraiment dangereux. Et où personne n'est vrai, enfin même le chef est pas serein d'y aller alors qu'ils sont 12 face à un mec qui est tout seul. Mais ça m'a vraiment beaucoup rappelé Léon, tu vois, c'est pas que pour la vanne que je le dis, c'est vraiment, j'ai eu l'impression que c'était le climax de Léon, j'ai l'impression que, je sais pas, Léon il est de quelle année? Je pense qu'il est un peu après, mais j'ai l'impression qu'il y a eu clairement inspiration, quoi, même au niveau des plans, de la déco de l'hôtel et tout. Enfin, parce que c'est dans un hôtel en plus qu'il le garde. C'est un hôtel de police, moi je pense, c'est un commissariat. Hein. Le design au-dessus de l'ascenseur, ça fait vraiment hôtel, tu vois. Ouais, après, moi je pense vraiment que c'est un commissariat, mais. Enfin, je sais pas, mais dans les deux là cas. Là où il on dirait un hôtel, c'est un gros bâtiment. Ok, d'accord, c'est bizarre qu'il y ait autant de policiers. Il est vraiment en transit, quoi, entre deux vols, comme ça. Oui. Ok. Et ouais, moi ça me rappelait vraiment énormément Léon. Enfin voilà, c'est tout. Alors passons à Buffalo Bill. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Aurel, de ce personnage? C'est censé être l'enquête principale du coup du film. Je l'ai trouvé forcément moins charismatique et moins intéressant qu'Hannibal Lecter. Il est quand même glaçant. On en parlait tout à l'heure, mais la scène de fin, donc il kidnappe des nanas. Alors là, en l'occurrence, il kidnappe la fille d'une sénatrice. Mais après, ça c'est vraiment par hasard que c'est une fille de sénatrice. Mais alors ça, j'ai pas trop compris parce qu'il y a un moment donné, je sais pas si vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, mais Clarisse sous-entend qu'en fait, il connaissait à la fin, la première. En fait, il connaît que la première. Oui, mais est-ce que du coup, c'est pas une histoire qui se répète? Non, en fait, ce qu'il explique. Pour le coup, si j'ai bien compris, c'est que dans la psychologie d'un psychopathe, là il tue par convoitise. Et qu'est-ce que tu convoites? C'est Hannibal qui lui dit. Qu'est-ce que tu convoites? Ce que tu connais, ce que t'as pas, mais que tu connais. Et du coup, sa première victime, il la connaît. Et c'est pour ça que c'est elle. Mais après les autres, il les connaît pas. Qu'il a pris goût et que... Ouais, c'est des filles random.
Après, je pense qu'il les observe avant, qu'il les a repérés à l'avance, parce que là, on voit qu'il l'attend chez elle, quand il kidnappe la fille de Catherine, elle s'appelle dedans Catherine. Ouais. Du coup, en fait, il fait semblant d'être plâtré au bras et de déménager un canapé. Donc il lui demande pas clairement. C'est le coup classique. Après, j'ai trouvé ça assez malin pour la faire rentrer dans le camion. C'est le coup classique. Et finalement, le plâtre qui te sert à lui donner un bon gros coup de poing, pas mal. Bien la technique. Pour le coup, j'ai bien aimé ce perso. Pour le coup, j'ai plus compris sa psychologie à lui, parce que je trouve qu'on y revient beaucoup. Pour le coup, leurs échanges entre Clarisse et Hannibal, où il parle de lui. De son aspect où il s'accepte pas. Voilà, c'est ça. Et je trouve que pour le coup, on comprend bien sa psychologie. Et j'ai bien aimé ce personnage, j'ai bien aimé Enfin, je sais pas, tu sens qu'il y a un côté, il est en détresse en fait. Ce personnage. Il a un bon mobile. Il a un bon mobile. En tout cas, Mais il a une vraie faiblesse psychologique. Il a une vraie faiblesse psychologique que tu ressens. Il a vraiment le schéma psychologique d'un serial killer en fait. Beaucoup plus qu'Hannibal. Oui, finalement. Ouais, voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il m'a plus convaincu ce personnage. Mais du coup, moi, c'est l'inverse en fait. C'est que c'était trop précis pour qu'il me fasse trop peur en fait. Même si, encore une fois, il est glaçant et que c'est un monstre, mais il n'y avait pas l'aspect supérieur, on va dire. Contrairement à Hannibal Lecter où je sais pas trop comment. Tu sens que Hannibal Lecter, il a 3 coups d'avance pour te baiser. Voilà. Alors que Buffalo Bill, tu le sens un peu plus en impro, tu vois. Il est plus dans l'impulsivité, dans l'émotion, dans le. Ouais, voilà, il réagit. Et d'ailleurs, ça se voit avec son. Donc il a un chien, un petit caniche. Que la victime arrive à capturer. Donc la victime, elle est au fond d'un puits et elle arrive à attirer le chien au fond du puits pour avoir une sorte d'otage pour rester en vie. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça super cool. J'adore j'ai beaucoup aimé le personnage de Catherine parce que, encore une fois, pour le coup, c'est une femme victime mais forte en même temps. C'est-à-dire qu'elle se laisse pas faire dans le. Elle tente quelque chose pour s'évader. Elle tente de s'en sortir par elle-même. Et pareil, ça pour le coup, dans le côté femme forte, le côté. J'agis, je suis pas passif. J'ai trouvé ça super bien. Pour le coup, c'est un tout petit rôle, mais qu'ils ont réussi à vraiment exploiter dans le peu de temps qu'elle avait à l'écran. Et ça m'a beaucoup. En fait, voilà, ces scènes entre elle et Buffalo Bill, elles m'ont beaucoup plu. Pour le coup, j'ai bien aimé. Ouais. Moi, Buffalo Bill, je le kiffe aussi. Après. C'est le commissaire dans Monk. Exactement, c'est le commissaire dans Monk, punaise. Mettez une moustache à Buffalo Bill et... Ah, moi je l'avais pas du tout reconnu. Moi non plus. En même temps, il est un peu plus jeune. Hein. Non, mais... Ouais, il joue bien, ouais. Et puis il est malaisant. Enfin, la scène là où il se transforme, où il se maquille et tout. Ouais. C'est limite, il est répugnant à ce moment-là. Franchement, j'ai pas envie de regarder, ça me. Putain, mais bizarre, ça m'a pas fait, ça m'a du tout fait ça. Moi, c'est la scène qui me gêne le plus du film. Elle est gênante, je suis d'accord, elle est assez gênante cette scène, mais justement, je trouve que ça traduit. Enfin. Pour le coup, je trouve qu'on voit vraiment qui est ce personnage. Ouais, mais je suis d'accord avec Marianne dans le fait que le mot répugnant, c'est... Franchement, en fait, il a un scalp de meuf sur la tête, quoi. Ça va pas. Ah, mon Dieu. Puis l'environnement est glauque. Il est, tu sens, enfin, il a de la musique à fond. Il se parle à lui-même. Il dit des trucs dégueulasses en plus. Il se maquille en disant ouais, j'ai envie. Ouais, c'est bon. Je sais plus exactement. Est-ce que tu me baiserais? Ouais, voilà. Je me baiserais. Moi, je me baiserais, machin et tout. Il est dégueulasse. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai plus d'empathie pour ce personnage-là, où en fait je vois qu'il a une faiblesse et je vois qu'il est... En fait, oui, c'est un psychopathe, mais il a une backstory qui fait que... il est mal dans sa peau. Il est mal dans sa peau, alors c'est pas bien ce qu'il fait, c'est pas justifiable, mais je comprends son cheminement. Là où je comprends moins le cheminement d'Hannibal. Mais après, il faut savoir que... Où t'as l'impression qu'il a pas de faiblesse, Hannibal. En fait, c'est souvent ce schéma-là dans les films de Hannibal Lecter. En fait, c'est souvent Hannibal qui est secondaire par rapport au tueur qu'on recherche actuellement. Tu vois, dans Dragon Rouge, c'est exactement le même schéma. Il y a un autre mec qui est joué par Voldemort et Edward Norton va chercher Hannibal Lecter pour... Je rebondis sur ce que tu as dit. Je pense que justement la faiblesse dans ce film d'Hannibal Lecter, c'est Clarisse en fait. C'est la seule qui incarne en fait où tu te rends compte que Hannibal Lecter peut avoir un sentiment.
Ouais, mais encore une fois, si tu pars du principe qu'il l'improvise, mais si tu pars du principe qu'il la manipule depuis le début... Il la manipule, mais il la respecte beaucoup. Et il lui dit, même au téléphone à la fin, je viendrai pas après toi. Mais il la manipule parce qu'il est obligé de la manipuler, parce que c'est elle qu'ils ont envoyée. Donc après, qu'il accroche ou pas, il s'en bat les couilles. Clarisse et sa relation à elle, ça passe après. T'as presque l'impression qu'il a de l'admiration pour Clarisse. Bah, il tombe amoureux. Dans la suite, Hannibal, il est clairement amoureux d'elle. Donc en fait, c'est plus que de l'admiration, c'est qu'il est béton amoureux de Clarisse. Il veut pas vivre dans un monde où elle est pas. Ça, c'est ce qu'il lui dit à la fin. Donc elle devient sa faiblesse. Et c'est à cause de ça qu'il meurt dans la suite Hannibal. C'est à cause de l'amour qu'il a pour Clarisse et du coup il... Enfin bref, je vais pas raconter, mais en gros il meurt à cause de l'amour qu'il a pour elle. Bah super. Ouais, ça me donne envie de regarder la suite, dis donc. Non mais tu vois, alors pour le coup, ça m'emmerde encore plus qu'il soit amoureux d'elle. Ah ouais? Ah ouais, et je pense que c'est ce que quand Jodie Foster a refusé le rôle pour faire la suite en disant que son personnage de Clarisse avait été trahi, je me demande si ça en fait pas partie. Parce que pour le coup, je voyais pas du tout ces deux personnages avoir une relation comme ça. Et surtout pas lui en fait, justement comme on te le décrit, genre vraiment le mec. Après c'est plus un amour cérébral que charnel. Hein. Oui mais elle est ok, elle est sûrement brillante et tout ça, mais c'est pas, enfin à côté de lui, elle lui arrive pas à la cheville intellectuellement. En tout cas dans ce film là, non. Bah en tout cas, il voit tout de suite le potentiel, comme l'a vu son chef, voilà, et qu'il a pas forcément l'habitude d'avoir des personnes déjà qui lui tient, qui même si elle se laisse avoir, elle lui tient tête. Il incarne quand même la terreur auprès de tout le monde. Elle est capable, en fait, de lui parler comme un humain et pas comme une bête, tu vois. Et que du coup, en fait, il se laisse un petit peu aussi avoir par la personnalité de Clarisse. Et c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant aussi dans leur relation, c'est que certes, il la manipule, certes, il prend le dessus, mais elle lui a également planté une graine dans son cerveau et qu'il sait qu'il n'arrivera pas à lui faire de mal à elle. Et que du coup, il retrouve un peu d'humanité avec elle, ce qui, je pense, le dérange. Bien vu. Encore une fois, je pense que c'est un ami que vous avez... Aurel analyse. Ouais, c'est ça. Mais parce que peut-être que vous connaissez la suite, je pense pas que c'est quelque chose que tu ressens, ou alors c'est moi qui suis passé à côté, hein, c'est possible aussi, juste en regardant ce film-là. C'est peut-être moi qui n'ai pas cette sensibilité-là aussi, hein. C'est peut-être que moi j'ai pas ressenti ça et c'est pas grave. Hein. Revenons du coup à Buffalo Bill. Non mais vous avez un peu tout dit ça, déjà. Vous avez déjà un peu tout dit. C'est bien. Hein. Je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc... Ouais, moi j'aime bien Buffalo Bill. Ouais, il est cool. Très malaisant. Ouais, costume en peau d'humain, bon là c'est un peu... Ouais. Puis sa passion pour les papillons de nuit... qui est un peu bizarre, j'ai pas trop compris ça. Ouais, mais ça c'est pareil. Alors là, pour le coup, c'est très clair, c'est la chrysalide et oui, le changement quoi. De chenille à papillon, oui, c'est. En plus, c'est pas comme s'il l'expliquait explicitement ouais, dans le film. C'est carrément trop. Ouais, oui. Et ça finit d'ailleurs après sa mort, donc le plan ellipse. C'est un petit paravent de déco là qui tourne avec un papillon dessus. Donc bon, c'est. C'est des gros sabots. Oui, là c'est des gros sabots. C'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais... Attends, j'avais un truc qui me venait en tête. Bon, c'est pas grave. Mais si. Alors voilà. Moi, il y a un autre truc, un dernier point qui m'a gêné dans l'enquête en elle-même, c'est que je ne comprends pas comment le FBI fait à la base le lien entre Hannibal et Buffalo Bill. Il y a une histoire de patient. Oui, sauf que eux ils le savent pas. Ils le savent c'est pas. C'est lui qui dit à Clarisse que c'était son ancien patient. Il me semble que c'est dit au tout début qu'ils cherchent à interviewer des serial killers. C'est pas le premier qu'ils interviewent. Et que c'est pour aider à résoudre d'autres enquêtes. Okay. Que c'est pour... Un peu comme dans la série Mindhunter. Voilà, plutôt comme dans Mindhunter. Donc potentiellement, ils se disent peut-être qu'il peut nous aider sur cette enquête à comprendre le mec. On apprend par la suite que c'était, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais que c'était le plan de son chef à elle, de l'envoyer enquêter sur pour qu'il lui parle, enfin de parler à Hannibal pour qu'il lui parle de Buffalo Bill. Oui, mais je pense qu'il se doute pas à ce moment-là que ça a pu être un de ses anciens patients. Moi, j'ai l'impression que c'est un coup de chatte. Ouais, bah voilà. Oui. Pour le coup, ça me dérange beaucoup que ce soit un coup de chatte. De base, ils vont juste à la pêche aux infos en mode prends ce que tu peux trouver. Oui, mais du coup, ça me dérange énormément que ce soit un coup de chat, quoi. En fait, c'est peut-être pour ça qu'ils envoient une bleue. C'est peut-être pour ça qu'ils envoient une bleue. L'histoire ne tient qu'à un coup de chat, finalement. C'est pas un... Il n'y a pas de lien explicite. Enfin,
Il y en a un, mais c'est vraiment un coup de chat, quoi. Genre, sur toutes les États-Unis, il y a deux psychopathes, dont un est psychologue et psychiatre, et c'était le psy de l'autre meurtrier. Et ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'en fait, que le meurtrier soit totalement manipulé par Hannibal. Ça, j'aurais adoré. Mais bon, c'est pas le... Tu vois, qu'il agisse sous les ordres, entre guillemets, sous le joug d'Hannibal. Ça, j'aurais adoré. Mais bon. Dans quel but ? De continuer à commettre des crimes tout en étant en prison, en fait. Et en manipulant quelqu'un de faible psychologiquement. C'est pas du tout le même mode opératoire. Non, mais comme c'était son psychiatre, en fait, c'est pas son psychiatre, c'est là où Hannibal, il est très fort. C'est que c'est le compagnon d'un de ses patients. Oui, mais il l'a eu en tant que patient. Il l'a rencontré une fois, t'imagines, et il fait le lien. Là, il est très très fort. Est-ce que vous voulez parler de Jack Crawford ? Bah écoute, il a un petit rôle, mais j'ai bien aimé son rôle, il est pas mal. Justement, c'est un peu le seul... en tout cas, dans ce monde d'hommes qui entoure Clarisse, c'est un peu son seul réel allié. Où justement, c'est vrai que pour le coup, je suis d'accord avec Marianne quand elle disait tout à l'heure que Hannibal te rentre un peu dans la tête aussi. C'est-à-dire qu'au départ, tu le vois très paternel. Il y a un moment où tu te poses la question. Et il y a un moment où tu doutes parce que lui pose la question. Voilà, lui pose la question. Et comme tu vois tous les hommes autour en chien sur elle. Et ce que je trouve super intelligent, c'est qu'en plus elle est même pas sexualisée. Enfin, elle est très classique. Enfin voilà, elle est très professionnelle dans sa manière d'être. Elle est voilà. Mais ça, même ça, Hannibal, il la remet en question même sur son apparence. Ouais. Ah bah oui. Et du coup, j'ai trouvé ça malin. Que finalement, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, que ce ne soit qu'une figure paternelle qui veuille vraiment du bien à Clarisse, et je trouvais ça plutôt bien. Après, il lui met vraiment le pied à l'étrier pendant tout le film, il l'aide à vraiment avancer et à prendre confiance en elle. Et écoute, c'est un petit rôle, mais qui dans l'histoire globale fonctionne bien, moi je trouve. Voilà. Pas d'autre chose à ajouter ? Non, je suis plutôt d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la saga sur Hannibal Lecter ? Bon, je me tourne vers les filles parce que je sais que toi t'as rien vu. Non. Tu vas te sentir un peu seul pendant les 5 prochaines minutes, mais... moi, je l'ai déjà dit, Le Silence des Agneaux, donc c'est le premier des films, en tout cas, de la saga des films qui est sorti. Et j'ai commencé par voir celui-là, je les ai vus à la suite, du coup. Ça te met dans l'ambiance, mais pour moi, Dragon Rouge, donc le deuxième... il surpasse et c'est le meilleur. Non, c'est le troisième Dragon Rouge. Ouais. C'est le troisième donc. Qui est un préquel du Silence des Agneaux, il se passe juste avant. Il est juste excellent. Hannibal, j'en ai pas... C'est aussi avec Anthony Hopkins ? Oui, ok. Tous. Hannibal, j'en ai pas de gros souvenirs, je sais que je l'ai vu, mais je crois qu'il m'avait quand même moins plu que Dragon Rouge et que le Silence des Agneaux. Par contre, Hannibal les origines... déception absolue. C'est de la merde. Déception absolue. J'ai vraiment détesté. J'aurais aimé ne jamais voir ce film parce que ça a cassé un petit peu quelque chose dans la légende d'Hannibal Lecter, quoi. Et toi, Marianne ? Je me souviens plus trop des autres films. Je me souviens le plus de Hannibal les origines parce que c'est celui qui est sorti le plus tard, donc c'est celui que j'ai vu le plus tard. Que c'était de la merde. Et avec Gaspard Ulliel. Ouais. Après j'ai quand même donc Hannibal. Hannibal, je sais qu'il m'avait un peu traumatisé. Il y avait des trucs un peu, il y avait les cochons et des trucs comme ça, et ça m'avait un peu... il m'avait vraiment... qui se fait bouffer le cerveau. Ah là, il m'avait vraiment mis mal à l'aise, ouais. Tu vois, celui-là, je sais pas si j'ai envie de le revoir. Dragon Rouge, je pense que je vais me le refaire. Voilà. Moi, un peu pareil que vous deux. Moi, je les ai découverts quasiment dans la foulée. J'ai découvert la saga et la trilogie était déjà sortie. Donc, je me suis bouffé la trilogie, je les ai téléchargés illégalement et tout. J'avais adoré... Bien prescription. Pas de ça entre nous, voyons. J'ai adoré Wonder Woman. Donc... on coupera au montage. Je vais pas finir en prison. Après, je trouve Hannibal est en dessous quand même. Il se passe pas beaucoup de choses à Florence et tout machin. Je m'en bats un peu les couilles de Hannibal. Mais Dragon Rouge, pour moi, c'est vraiment le meilleur avec Ralph Fiennes qui est génial, qui tombe amoureux, tu vois, on suit le tueur, il tombe amoureux de quelqu'un et tout, c'est super. Les origines, caca. Et j'ai vu la première saison de la série, je sais pas si vous l'avez vu, cette série, avec Mads Mikkelsen, du coup qui te raconte ce qui se passe juste avant Dragon Rouge un peu. Genre la série commence, il est déjà au top et il tue des gens, et il rencontre le keuf de Dragon Rouge.
joué par Edward Norton, et du coup c'est un peu sur leur relation à tous les deux et tout. Mais du coup, c'est pas Anthony Hopkins. Non, c'est Mads Mikkelsen. Ouais, mais je suis pas sûre que j'arriverai à me détacher Il est superbe. de l'incarnation d'Anthony Hopkins. Bah, c'est très différent, c'est une toute autre proposition, mais voilà, Mads Mikkelsen, franchement, c'est un très bon comédien. La série est très chiante, mais lui... C'est pas ça que je remets en question, c'est juste que pour moi, Hannibal Lecter, il est... Comme tu disais, c'est le rôle de sa vie à Anthony Hopkins, et il est juste merveilleux. D'ailleurs, petite anecdote, le film a donc... est le 3e film de l'histoire à avoir remporté les 5 Oscars aux Oscars, du coup, le Big Five. Donc ils ont eu l'Oscar de meilleur acteur pour Anthony Hopkins, Oscar de la meilleure actrice pour Jodie Foster. Elle déboîte Jodie Foster. Pour le coup, elle défonce. Oscar du meilleur scénario adapté, Oscar de la meilleure réalisation et Oscar du meilleur film. Bon voilà, tu épouses. Grand chelem. Hold up. On n'a pas beaucoup parlé de la réalisation pour le coup, et moi je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé un peu classique, enfin un peu vieillissante sur certains points, mais je l'ai beaucoup aimé. Après, j'aime beaucoup ces techniques de prise de vue un peu à la mécanique, à l'ancienne et tout, justement pas avec des panneaux très lents et tout ça. J'ai beaucoup aimé la toute première scène du film où en fait en quelques plans, on n'a même pas besoin de te présenter qui elle est, que tu as compris qui elle était. Ah, c'est hyper efficace. Ça m'a un peu fait penser à Die Hard, la première scène où tu vois John McClane, où en quelques plans, t'as compris. Avec une conversation avec un chauffeur, t'as compris. Mais même dans l'avion, tu sais qu'il est flic, tu sais que machin, t'as compris son tempérament. Et elle, c'est pareil, ça commence où elle est en train de s'entraîner. Elle est sur un parcours du combattant, donc voilà, donc tu sais qu'elle fait partie soit de l'armée, soit de quelque chose, donc et qu'elle se donne. Quelqu'un vient lui dire on a besoin de toi, boum, on voit hop, casquette FBI, on sait qu'elle fait partie du FBI. Enfin, il y a tout un truc dans la mise en scène où on n'a pas besoin de t'expliquer explicitement qui c'est, t'as compris qui c'était. On est sur du show don't tell. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça plutôt malin, et c'est un peu pas... Enfin, dans tout le film, c'est un peu ça. Mais par contre, les panneaux de texte sur la scène d'ouverture, je les ai trouvés beaucoup trop gros. Ils prenaient vraiment toute la place de l'écran. Je sais pas si vous avez remarqué, genre un film de scénariste et tout, ils te les mettent... putain, ils prennent la taille de l'écran entier, quoi. Ouais, mais c'était les génériques à l'ancienne, c'était un peu ça. Hein. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on te mettrait un petit truc discret en bas à droite. Il y a plus de générique en début de film maintenant. Enfin, c'est très... Non, mais je veux dire, tu sais, les titres et tout, si, il y a toujours quand même réalisé par, avec, machin et tout, tu vois. Oui, mais bon, c'est vrai que... Bon, là, aujourd'hui, on te le mettrait plutôt de manière discrète, cachée. Il arrive en fondu, il disparaît en fondu. Là, bah si c'est Tarantino, mais... In your face. Je crois qu'il est déconseillé au moins de 16 ans, ce qui m'a surprise, parce qu'effectivement, il n'y a pas tant de... Il me semble, il n'y a pas tant de scènes gore au final dans ce film, et c'est juste vraiment, j'ai trouvé que c'était ça prouve bien à quel point psychologiquement il peut t'achever, quoi. Mais même si c'est pas gore en soi, on parle toujours de choses super gore. Après, c'est pas in your face, on n'est pas devant un film d'horreur ni un film dégueulasse, mais on parle quand même mais ce que je dis, c'est dans ta tête, en fait, il peut te ruiner. Un mec avec le bide ouvert suspendu... J'ai l'impression qu'on a vu pire quand même. On a vu pire dans certains films. Mais après, c'est encore une fois, je trouve que c'est soit ça marche pas. C'est-à-dire que oui, c'est gore, mais justement les trucs gore, on te les laisse. Les trucs vraiment gore, on te les laisse te les imaginer. Ce qui, voilà, à la différence, je sais pas, mais d'un slasher movie ou d'un Hostel, d'un Saw, où tu vas avoir le gore vraiment... ou d'un Cannibal Holocaust. Ou d'un Cannibal Holocaust, où tu vas vraiment voir le cannibalisme, enfin pas le cannibalisme... Là, j'ai eu des flashs du Vietnam. Là. Ouais. Mais où tu vas voir le gore vraiment dans ta face, et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez au début. Moi, c'est des films qui marchent moins bien sur moi. Le gore affiché, finalement, une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Ok, du coup, ça fait moins peur. Alors que là, le fait de jouer du hors-champ, je trouve que dans la mise en scène, ça marche vachement mieux parce que c'est à toi de t'imaginer le coup de la photo que tu disais tout à l'heure, Marianne, la photo de sa victime, enfin de l'infirmière, qu'on ne voit pas. En fait, toi, tu dis, et elle s'est fait bouffer le visage. Et en fait, c'est ça, tu te fais un cheminement. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette dame? Et du coup, tu te racontes une histoire dans ta tête. T'essayes de savoir, là, tu sauras jamais ce qu'il y a sur la photo. Ça se trouve, il lui a juste ouvert le bide, ça se trouve, il lui a bouffé le nez, ça se trouve, il lui a chopé l'oreille. On n'en sait rien, mais chacun, on va se faire une idée dans notre tête de ce qu'il lui a fait. Et ça, côté mise en scène, je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup le hors-champ. Quand c'est bien fait,
C'est quand même un procédé... Non mais après, encore une fois, moi je vous dis, ce film ne m'a pas transcendé. J'ai rien à lui reprocher en soi. Voilà, à part que, si, je trouve que le rythme, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà. Mais je sais, moi non plus. Mais toute personne, mais moi je trouve ça long. Voilà. Pour moi, ça passe à une vitesse. Ah ouais, bah non, moi c'est... Marianne te le dira, j'ai failli m'endormir à un moment. Pendant l'évasion. Ouais, je crois que j'ai raté la scène où je crois que j'ai fermé les yeux genre 2 secondes sur pile le moment où on voit qu'il a le visage sur du flic sur lui, quoi. Tellement... Bah moi je me suis laissée emporter et je le recommande, mais... Je le reverrai, moi. Je le reverrai, mais par contre un petit warning, soyez préparés, quoi. Ouais. Après c'est pas non plus un truc de ouf, mais oui, ça peut remuer, quoi. Ouais. Mais après, voilà, après ça, je pense que ça dépend aussi de l'époque. Enfin, moi je me rappelle... En fait, ça m'a fait un peu le même effet que quand la première fois que j'ai vu Les Oiseaux de Hitchcock. Où moi, ma mère m'avait parlé de ce film comme étant un film terrifiant et tout ça. Quand je l'ai vu, je me suis, on va le dire, vraiment ennuyé. Mais après, il faut le remettre dans le contexte de l'époque. C'est des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir, traitées de cette manière-là. Donc forcément, ça a un impact différent que, par exemple, que moi qui l'ai vu dans les années 2010. Où bah en fait comme disait ouais, en fait des films de ce style-là j'en ai vu plein. Il a inspiré un nombre incalculable de films, donc je les ai vus, donc je connais les mécaniques. Du coup le film me touche moins. Mais si j'avais vu ce film jeune, peut-être qu'il m'aurait 1000 fois plus touché. Ça voilà, je pense que le fait que ce film m'ennuie dépend juste de quand est-ce que je l'ai vu, mais pas de la qualité du film. Je recommande ce film si vous l'avez jamais vu. Je pense que c'est un grand classique. Et que c'est même un grand film, voilà, qui me fait chier, mais voilà. Eh oui, ça peut arriver de pas aimer des grands films. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Magic Box. Magic Box. Allez, est-ce que tu veux bien la prendre, s'il te plaît? Merci. Qui c'est qui veut tirer au sort? Bah moi j'ai pas tiré. Oh, t'as pas tiré? J'ai pas tiré encore. Moi non plus, je crois. Si, t'as tiré, toi. Tiré, le premier. Ah ouais, peut-être. Non, le premier c'était moi. Ah bah... Et non, c'est toi qui as tiré le dernier, le silence des agneaux, du coup. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, allons-y, suspense. Marie et Max. Ah, c'est moi. Mary and Max. Ouais, c'est un film d'animation. Ah. Voilà, donc ce sera le seul, je crois, de film d'animation. Le premier. Le premier. Pas le seul, si, le seul. Moi, j'ai pas mis film d'animation. Moi non plus. Voilà. Bah, c'est le seul film d'animation dont nous allons parler. Marie et Max, quelqu'un connaît? Moi je connais parce que Marianne essaye de me le faire regarder depuis un moment. Ok. Belle stratégie. Vous allez kiffer, hein, c'est pas la même ambiance que Le Silence des Agneaux. Ok, ça marche. Bah écoute, on se retrouve du coup pour Marie et Max. Bah la prochaine fois. Yes. On dit au revoir. Allez. Allez. Ciao.